Et voilà tout le sens de cette cérémonie de lancement des travaux du projet de train express régional, TER, le plus grand projet du Sénégal indépendant. Le train express régional va rouler sur 55 km. De Dakar, il va joindre l'AIBD en 45 minutes. Les départements de Dakar, Rufisque et Pikine seront traversés. En tout, 18 communes, dont celle stratégique de Diamniadio. Par ma voix, les populations vous expriment leur gratitude et leur reconnaissance pour la réalisation de cet ambitieux projet du train express régional qui se positionne comme le premier du genre dans la sous-région. Le président Macky Sall est donc en passe de rénover le chemin de fer avec le concours de partenaires convaincus. La BID est donc fière et très heureuse de participer à cette cérémonie historique du lancement des travaux du projet de train express régional dont elle contribue au financement à hauteur de 300 millions d'euros, soit 197 milliards de francs CFA déjà approuvés. Et il me plaît de rappeler que ce projet, d'un coût d'environ 568 milliards de francs CFA dans sa première phase, aura une contribution de la BAD de 120 milliards de francs CFA. Cela s'inscrit donc dans la continuité de l'intervention de la BAD au Sénégal. La France et le rail, vous le savez, c'est une longue histoire d'amour. Et je dirais qu'ici, au Sénégal, vous avez pu l'éprouver. Ceux qui connaissent, comme vous, l'histoire du Sénégal et de la France, connaissent les combats qui ont entouré la construction du train entre Saint-Louis et Dakar. Et c'est donc aujourd'hui, par un rebondissement paradoxal et quelque peu ironique de l'histoire, que nous voilà participant à la construction de ce TER. TER qui, j'en suis sûr, ouvre une nouvelle page dans l'histoire du rail, ici, au Sénégal. Le TER est une réponse structurelle aux besoins pressants de désengorger la métropole dakaroise. Mais il y a cet autre besoin de connecter le pôle urbain de Diamniadio au reste du pays, en plus de l'ouverture prochaine de l'aéroport Blaise Diagne. Le TER répond à une nécessité impérative de désengorger Dakar et ses environs. Deuxièmement, le TER répond à un besoin logique de mieux connecter Dakar, le pôle urbain de Diamniadio et le pays profond. Enfin, troisièmement, le TER répond au rendez-vous de la mise en service l'année prochaine de l'aéroport international Blaise Diagne. Les travaux de construction de l'AIBD sont en phase finale. Dès 2017, l'aéroport devra être opérationnel. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard. Le premier en Afrique de l'Ouest, j'allais dire en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique. Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement. Au-delà du TER, c'est toute une vision futuriste qui est ainsi matérialisée, avec une attention particulière aux voisins maliens, à travers notamment le renouveau de la ligne Dakar-Bamako, auquel le président de la République accorde une importance capitale. Mais avant tout cela, le chef de l'État aura l'occasion de vivre dans 2 ans avec ses concitoyens le premier voyage à bord du TER.
Alors, rendez-vous le lundi 14 janvier 2019, Inch'Allah, pour l'inauguration. Le TER, l'arrivée des transports de masse au Sénégal, autant de questions dont nous allons parler avec Thierno Birahim Aou, directeur général du CETUD, qui est l'invité de ce 20h. Nous vous retrouverons un peu plus tard. Le président de l'Assemblée nationale du Québec a été reçu ce matin par Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Jacques Chagnon est en visite au Sénégal du 14 au 16 décembre, une visite qui devrait aboutir à la signature d'un protocole d'entente entre les deux institutions. Cher Bambagay. L'élaboration d'une politique de coopération entre l'Assemblée nationale du Sénégal et celle du Québec passe par la signature d'un protocole d'entente entre les deux institutions. Ce protocole vise à instituer une association parlementaire entre les deux assemblées. Les rapports entre le Sénégal et le Québec, le Canada, ce sont des rapports fraternels qui datent depuis longtemps. Le Québec, le Canada, le Sénégal ont des relations qui sont profondes et qui sont depuis très longtemps à un niveau extrêmement élevé. Et la relation personnelle que j'ai avec le président Niasse depuis plusieurs années, qui, je le répète, comme je l'ai dit hier soir, qui, à sa demande, m'a demandé de bâtir ce programme de relations bilatérales entre le Québec et l'Assemblée nationale, mais est fondé sur un humanisme qui se voit bien entre nos deux institutions. Au cours de cette séance de travail, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Moustapha Niasse, a rappelé les relations très étroites qui unissent les deux pays, le Canada et le Sénégal. Nous avons un protocole d'accord que nous allons signer sans aucun doute, puisque nous sommes d'accord sur le contenu du draft qui nous a été proposé par nos deux délégations demain à l'aéroport au moment du départ de mon ami et collègue M. Jacques Chagnon. Ce qui est fondamental, c'est que ce sont les gouvernements qui exécutent les accords de coopération, mais ce sont les assemblées qui les ratifient. Si les accords signés entre les exécutifs ne sont pas ratifiés par l'Assemblée nationale, on ne peut pas les appliquer. C'est le rôle que joue les parlements, c'est la raison pour laquelle nous ajoutons notre action, notre concertation, nos rencontres et nos échanges dans le cadre de la continuité logique et rationnelle qui existe entre le rôle d'un gouvernement et le rôle des assemblées d'un côté lorsqu'il s'agit d'animer le contenu d'une coopération bilatérale ou multilatérale. Et je n'ai qu'à me féliciter au nom de mon pays et au nom de l'Assemblée nationale du travail qui a été fait. Au mois de février, si Dieu le veut, c'est le Québec qui va recevoir la réunion du bureau de l'ensemble francophone, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont il va prendre la présidence très bientôt, et dont je suis moi-même membre en tant que président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Le protocole d'entente qui va être signé serait un excellent instrument pour diversifier les relations parlementaires, notamment dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités. Et puis cette 35e Assemblée générale ordinaire de Africa-Type qui se tient à Dakar pendant 2 jours. Des agences des travaux publics de la sous-région aborderont la question de la maîtrise d'ouvrages délégués en Afrique, bilan et perspectives. Un peu plus de 17 pays prennent part à cette rencontre présidée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr en charge des collectivités locales. Abasso. L'aventure se poursuit 27 ans après la création de l'AGETIP, une agence utile à plus d'un titre au Sénégal et un peu partout en Afrique. Plus de 17 pays de la sous-région se sont réunis au sein de l'Africa-Type. Aujourd'hui, il y a quand même plus d'une quinzaine d'agences qui opèrent en Afrique de l'Ouest. Merci de continuer à croire pour faire propager effectivement, pour agétipiser. Je voudrais bien utiliser le mot. Permettez-moi au nom de tout le réseau de témoigner d'entrée ma gratitude à tous les partenaires de divers ordres, organisateurs et autres parties prenantes du présent événement, réunis ici à Dakar avec comme objectif la promotion de nos idéaux communs. En organisant la 35e Assemblée générale de cette agence créée en 1993, les pays membres ont voulu poser les jalons d'un développement harmonieux
Aujourd'hui, le bilan est jugé satisfaisant. Mais des défis demeurent face à la concurrence et face aux nombreux besoins des collectivités locales. Sa mutation fut réussie, surtout grâce à la confiance des partenaires au développement du Sénégal, qu'ils trouvent tous ici l'expression de notre profonde gratitude. Cette confiance nous a permis d'exécuter avec succès le PAC, le PRECOL, le PEDUS, le programme d'hydraulique villageoise, le PRODEL, le PROCAS, etc. Il faut des bras techniques pour renforcer le cadre de dialogue, d'échange et d'investissement de ces agences type. La collaboration avec les administrations locales est aussi souhaitable. Et l'on ne peut parler de développement sans infrastructure. Tel est le sens ou la raison d'être de vos structures. C'est-à-dire donner aux collectivités territoriales les infrastructures dont elles ont besoin pour leur viabilité et l'épanouissement de leur population. Je suis persuadé que le bilan que vous ferez ces 2 jours confortera à merveille nos propos. Dernier mandat pour son président qui oriente déjà la réflexion vers la maîtrise d'ouvrage en Afrique, bilan et perspective. Une convention de partenariat en vue entre la région de Sardaigne en Italie et le groupement d'intérêt communautaire du Bosea, regroupant les communes d'Abia, Tilogne, Agnam Siwol et Orefondé, en prélude de la signature prévue en janvier 2017 d'une délégation italienne à rencontrer les locales de la région de Matam afin de discuter des axes de cette coopération. Kiana Badja. Cette rencontre vise à préparer les axes de coopération entre la région de Sardaigne en Italie et le groupement d'intérêt communautaire ZIC du Bosea. La pêche, l'agriculture, l'élevage et l'environnement sont entre autres secteurs d'activité concernés. Le ZIC du Bosea, qui appartient à la région de Matam, est une zone à vocation agro-silvopastorale, mais aussi une zone sérieusement affectée par les effets endémique de la sécheresse endémique qui a, en tout cas depuis les années 70, eu un impact négatif sur l'écosystème au niveau de cette zone, mais également sur les activités productives telles que l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et lors de notre visite en Italie, nous avons remarqué que la région de Sardaigne avait une expérience avérée en matière de gestion des forêts, mais également c'était une zone agro-silvopastorale qui avait des similitudes avec la région de Matam. La convention de partenariat prévue en janvier 2017 va profiter aux ZIC du Bosea, composé des communes de Dabia, Agnam Siwol, Orefondé et Tilogne. La délégation italienne s'engage à accompagner les populations de cette zone. Lors de la visite officielle de M. le ministre en Sardaigne, nous avons échangé avec les hautes autorités de la région pour la mise en place d'une convention de partenariat avec le ZIC du Bosea et la région de Sardaigne. Nous avons aussi décidé de mettre à la disposition du ZIC de Bosea 50 camions citernes pour la lutte contre les feux de brousse dans la zone. Et dès mon retour, nous voterons un budget de 100 000 € pour le transport de ces camions. La formation fait également partie des axes de la coopération. La région de Sardaigne, à travers notamment l'agence forestière, est engagée à accompagner le GIC, mais également la région de Matam et le gouvernement du Sénégal pour le renforcement de capacités des techniciens, que cela soit au niveau du service de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche. Et je rappelle également que lors de notre visite, nous avons eu à rencontrer les autorités universitaires, notamment l'université de Sassari, qui s'est engagée elle aussi à prendre en charge des étudiants sénégalais, notamment issus de cette région, pour les former dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Les communes de Dabia, Agnam Siwol, Orefondé et Tilogne comptent sur ce partenariat pour relancer leur économie. Nous parlons à présent du projet Vivre avec l'eau, une stratégie qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants de la banlieue. Sa principale mission est de rendre les communautés plus résilientes aux inondations urbaines et périurbaines. Le projet Vivre avec l'eau est lancé ce matin à Yeumbeul Nord par le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues, Anaïs Nyanyamane.
Depuis des années, le Sénégal est confronté à des inondations récurrentes. Selon les statistiques, ces inondations ont causé d'énormes dégâts humains et matériels, une situation qui a surtout fatigué les quartiers situés dans la banlieue, d'où le projet Vivre avec l'eau qui vient ainsi soulager les habitants. La spécificité de ce projet est son caractère intégré, puisqu'il allie des activités de construction d'infrastructures d'évacuation d'eau pluviale, de maraîchage urbain, d'aménagement d'espaces publics et de renforcement des capacités en gestion des déchets solides. En plus d'une importante composante genre, il met l'accent aussi sur l'élaboration et l'application de plans de contingence appelés WAME dans chacune des 10 communes où il intervient afin de doter les populations et les autorités communales des outils et connaissances leur permettant d'anticiper et de faire face efficacement aux inondations. Piloté par le Consortium pour la recherche économique et sociale, le projet concerne 10 communes. Il est financé par la coopération britannique. Le DFID estime que les relations avec les interlocuteurs au niveau du gouvernement et les collectivités locales sont d'une importance capitale et nous nous réjouissons que le CRES ait obtenu du succès dans ce domaine jusqu'au présent. C'est un projet clé du programme RACE du DFID, puisqu'il est le seul qui s'occupe d'infrastructures de prévention des inondations dans les zones suburbaines au Sahel. Initiée en 2014, la phase pilote de ce projet a enregistré de nombreuses réalisations. L'espoir est donc permis avec ce lancement effectif du dit projet. Le projet Vivre avec l'eau, ainsi conçu, se veut une contribution à la résolution des problèmes d'inondation dans la zone urbaine et périurbaine de Dakar et plus particulièrement dans les communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Djiddah Thiaroye Kao, Médina Gounass, Grand Yoff, Rufisque Ouest, Malika, Mbao et Thiaroye Gare. Il va à terme profiter à 920 000 personnes grâce à une approche intégrée et participative combinant la construction d'infrastructures d'évacuation des eaux pluviales. Il est prévu le démarrage prochain des travaux de la restructuration du quartier Ben Barak et la brigade des pompiers civils dans la banlieue. Des projets qui seront bientôt réalisés pour accompagner les populations dans la riposte des inondations. Le secteur des transports est à la une depuis hier avec le lancement justement des travaux du TER. Et nous parlerons également dans cette édition avec notre invité, Thierno Birahim Aw, directeur général du CETUD, de l'arrivée des transports de masse au Sénégal. Alors, le TER, tout d'abord, est-ce que le CETUD est impliqué dans le processus? Très bien, merci M. Djedjou pour votre invitation. Le CETUD est complètement impliqué dans le processus d'études et de réalisation du TER jusqu'à sa mise en exploitation en tant qu'autorité organisatrice des transports urbains au sein du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, qui a la maîtrise d'ouvrage de ce projet et qui a confié à l'APIX la maîtrise d'ouvrage déléguée. En tant qu'autorité organisatrice des transports, nous intervenons à plusieurs niveaux, évidemment. Nous avons d'abord fait le constat de la congestion urbaine à Dakar, à la fois en circulation comme en stationnement. Cette congestion porte des impacts économiques qui sont très importants, qu'on a pu chiffrer dans une période récente à plus de 100 milliards de francs CFA. Alors que seulement, quand on regarde la répartition modale des déplacements, on n'est qu'à 10% de part modale. Avec la croissance économique que nous avons, près de 7% maintenant, la croissance démographique de la ville autour de 3%, nous pouvons savoir que dans moins de 20 ans, le niveau de motorisation va doubler. Donc, ce qu'illustrait le chef de l'État hier est une véritable démonstration, un véritable virage qui était nécessaire au Sénégal. Nous sommes les premiers à avoir ce niveau de technologie en Afrique de l'Ouest. Et ce virage était nécessaire pour répondre à une offre de transport qui devient aujourd'hui saturée, qui atteint ses limites dans une agglomération de plus de 3,5 millions d'habitants, qui en atteindra 5 millions quasiment à 2020, avec des limites
d'extension du réseau routier. Vous êtes dans la pure planification, une projection vers ou dans le futur, mais le TER, c'est en 2019. D'ici là, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement donner aux Sénégalais les moyens de mobilité dans la zone urbaine et périurbaine de Dakar? Très bien. À ce niveau, nous œuvrons à plusieurs niveaux. C'est des actions que nous menons en priorité sur des points de circulation durs, ce que nous appelons les points noirs de circulation, pour mettre en œuvre de manière assez efficace et courte des plans de circulation qui amènent une amélioration conséquente des conditions de déplacement dans la circulation dakaroise. Une autre façon d'agir, c'est le programme du chef de l'État et du ministère des Transports par le renforcement du parc automobile. Nous sommes aujourd'hui à un taux moyen de 350 véhicules par an depuis 2012. Entre 2000 et 2011, nous étions seulement à 3 fois moins, autour de 80 véhicules par an. Ce renforcement du parc répond à une demande des citoyens. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, 1,7 million de déplacements sont réalisés en transport collectif sur un volume global qui est autour de 7,2 millions. Ce sont 80% des déplacements motorisés. Nos citoyens utilisent ce mode parce que le taux de motorisation est encore faible au Sénégal. Donc ce renforcement du parc contribue à répondre à une demande exigeante de mobilité qui est favorable dans une période de croissance à l'économie nationale. Ensuite, nous avons des actions autour de la planification du réseau avec les autres agences, AGEROUTE, la direction des routes, la DTR, qui comprennent une action clé pour nos autorités. Ce sont des actions de sensibilisation, d'éducation à la sécurité routière. Alors, on parle de l'arrivée des transports de masse. Que devrait-on entendre à travers, justement, cette notion-là? Alors, transport de masse, ça me ramène à revenir un tout petit peu sur le TER et ensuite à parler du BRT. Vous êtes aujourd'hui dans une agglomération qui croît autour de 100 000 habitants par an. C'est un niveau de croissance soutenu. Nous avons une agglomération qui concentre près de 50% de la population urbaine dans le Grand Dakar, qui sature donc, et qui atteint ses limites en termes de congestion automobile avec un parc qu'on sait croître autour de 40 000 immatriculations annuellement. Il devient urgent, et c'est le choix que le chef de l'État a bien compris, de faire ce saut technologique qui permettra d'offrir à nos concitoyens une performance d'accès qui est adéquate à nos ambitions de développement durable et à nos ambitions d'émergence. Ce transport de masse, comme je disais, répond à une demande motorisée de près de 80%. Tout le monde aujourd'hui, tous les citoyens sont capables de mesurer le niveau de performance que nous avons avec le réseau actuel. Autour de 15 km/h, c'est largement insuffisant. Qu'est-ce que nous avons avec le TER et qu'est-ce que nous avons avec le BRT? Avec le BRT correspond à un transport capacitaire sur une infrastructure dédiée de type routière et permet, avec un ensemble de dispositifs technologiques, un ensemble de dispositifs circulatoires, d'acheminer un grand nombre de voyageurs dans un temps limité avec des fréquences adéquates. Ce sont des bus sur voie réservée qui bénéficient d'une priorité de circulation et ce projet a été accompagné par la Banque mondiale et permettra justement de compléter le TER. Nous sommes sur 2 défis: atteindre une intermodalité forte entre le TER et le BRT et réussir enfin l'intégration modale qu'attendent tant nos citoyens. Ce BRT va permettre d'améliorer de manière conséquente l'accessibilité entre le centre-ville et le nord de l'agglomération. Il sera complété dans l'axe sud-est avec le TER qui permet de relier la ville historique et la ville moderne
en passant évidemment par l'aéroport qui accueillera demain 3 millions d'habitants. Parce que le vrai problème de Dakar, c'est l'accès au centre-ville et justement le retour dans la banlieue pour ceux-là qui habitent là-bas. Des bus seront dédiés justement à cet axe-là ou bien comment Absolument. Ça va se passer? C'est exactement le cas. C'est un projet assez emblématique qui suivra le TER et ce sera le prochain succès de ce gouvernement. Nous avons aujourd'hui l'engagement complet de la Banque mondiale. On a environ les mêmes horizons temporels de mise en service autour de 2019. Ce BRT va permettre de réduire les temps de parcours de moitié entre Guédiawaye et le centre-ville, passant de 95 minutes à 45 minutes. Nous attendons près de 300 000 voyageurs avec un réseau qui offre 3 types de services, des services omnibus entre Guédiawaye et Dakar, des services express puisque nous aménageons des voies de déplacement et des services semi-express, disons, entre Grand Yoff et le centre-ville, avec une intermodalité forte qui est visée à terme avec le BRT et une intégration tarifaire. Tout ceci est accompagné par l'autorité organisatrice des transports afin de redéployer le réseau, le réorganiser pour avoir une utilisation optimale de ces transports de masse nécessaires pour le bon fonctionnement de la ville. Je souhaitais surtout dire qu'avec la démonstration qu'on a eue hier, c'est la véritable illustration d'une Afrique en ébullition. Et aujourd'hui, on peut être fier de voir le Sénégal prendre le peloton de tête, comme l'a exprimé hier le chef de l'État. C'est un saut technologique qui s'annonce, un saut dans la formation qu'on fera au Sénégal nécessairement pour maintenir de manière durable ces infrastructures. Et enfin, c'est un saut dans les approches de la mobilité avec une nouvelle approche infrastructurelle et servicielle qui nous mettra évidemment premier dans la démonstration d'une Afrique qui est émergente. Alors, M. Chao, quand vous prenez l'autoroute pour entrer en centre-ville, il y a un problème qui devrait être résolu. C'est qu'arriver à Malexi ou sur la Corniche, on perd du temps. On peut prendre toute l'autoroute, faire 10 minutes ou 5, mais dès qu'on est à l'entrée du centre-ville, c'est des bouchons à n'en plus finir. Est-ce qu'il y a des plans d'aménagement pour l'accès au centre-ville, justement? Alors, aujourd'hui, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement travaille d'arrache-pied à plusieurs niveaux pour mettre à jour les documents de planification des transports. Donc, nous sommes en train de discuter avec les bailleurs pour la mise à jour du plan de déplacement urbain de Dakar, qui était déjà en horizon 2025 et qui planifiait le BRT, mais qui a nécessairement besoin d'être plus ambitieux dans sa planification des réseaux et des services de transport. Dans les actions urgentes, nous avons aussi contacté des branches de la Banque mondiale pour le financement d'une stratégie de mobilité urbaine à Dakar. Ce sont des actions que nous démarrerons début 2017. L'objectif, c'est aussi d'apporter des solutions pragmatiques et urgentes qui permettent d'améliorer la fluidité en centre-ville. Ce sont des plans de stationnement, des plans de circulation et à terme, c'est bientôt horizon 2019, avec la mise en place de ces transports de masse, nous comptons sur un report modal de l'automobile vers ces transports collectifs et nous espérons offrir aux Sénégalais un peu plus d'urbanité en centre-ville, comme on le voit dans les pays développés. Ça veut dire un centre-ville réservé aux zones piétonnes, agréable à vivre, en limitant et en cantonnant la voiture, les véhicules dans leurs aires de performance et dans leurs stations dédiées pour améliorer la fluidité. On prend date avec vous. Merci, M. Thierno Birahim Aou. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CETUD et que vous nous parliez justement du TER et l'arrivée des transports de masse au Sénégal, notamment à Dakar. Merci. Merci. Sortie de la 44e promotion du CESTI, c'était ce matin à l'UCAD 2. Ils sont 25 diplômés en journalisme et communication. Amadou Alidja, universitaire accompli, est le parrain de la promotion. C'est désormais
anciens étudiants du CESTI, laissent derrière eux une école en profonde mutation. Tierno Amadouci. Une 44e promotion de journalistes du CESTI, un parrain, universitaire, intellectuel accompli, une minute de silence à la mémoire de Feu Amadou Alidjan. Le don de sa bibliothèque à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à l'UCAD. Il n'y a pas de symbole plus fort. Ces 25 journalistes sortent du CESTI pendant que le directeur de l'école, Ibrahim Sarr, boucle son deuxième et dernier mandat, 6 ans d'abnégation, de sacrifice et de loyauté, salués par les étudiants. 6 promotions ont défilé sous vos yeux. À travers ces lignes, la 44e promotion du CESTI, la promotion Amadi Alidjan, dernière promotion sous votre magistère, veut rendre un vibrant hommage au manager qui n'a ménagé aucun effort pour servir le CESTI avec intégrité et rigueur. Très cher CESTI, à l'image d'une mère de famille bienveillante avec ses enfants, tu as su nous accueillir, nous éduquer et nous protéger. Tu nous as aussi préparés à exercer dignement le journalisme. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information est un creuset d'excellence, une école vieille de plus de 50 ans, mais jeune grâce à de nouveaux défis relevés. En 2011, étant candidat à la direction, j'avais formulé dans un projet intitulé « Faire gagner le CESTI » des propositions portant sur 3 points. La pédagogie, la recherche et la question du financement de notre établissement. À l'heure du bilan, nous avons respecté tous nos engagements. Cette école de journalisme et de communication se positionne bien en Afrique et sur l'international. Pour y accéder, il faut passer par un concours très sélectif. Après, place à une formation soutenue et les résultats obtenus sont satisfaisants. Avec la mise en œuvre des conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, le CESTI prend toute sa place. Il se positionne comme une grande école de formation au journalisme et contribue depuis plus de 40 ans au renforcement du prestige et au rayonnement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, grâce notamment à la mise sur le marché du travail depuis sa création en 1965 des journalistes professionnels qui font la fierté et le prestige des grandes rédactions au Sénégal, mais aussi dans nombre de pays africains et ailleurs. Votre école, le CESTI, vous permet après 3 années de formation d'entrer de plein pied dans le monde des médias. Le CESTI, c'est plus de 1000 journalistes formés à la bonne école. Aujourd'hui, ils sont 25 à recevoir leur parchemin, 13 pour la télévision, 5 pour la presse écrite et 7 pour la radio. La vie des médias avec cette signature de l'accord entre l'Union africaine de radiodiffusion et le groupe français Lagardère. Au terme de 6 mois de négociations, les parties ont trouvé un consensus sur la réduction des droits de retransmission des événements sportifs organisés par la CAF durant la période 2017-2018. Le directeur général de l'UAR a fait face à la presse pour plus de détails. Voici le reportage de Philomène Constance Cagne. Le dialogue fut long, mais a bien porté ses fruits. À l'issue de 6 mois de pourparlers, un terrain d'entente a été trouvé entre l'UAR et le groupe Lagardère. L'accord signé couvre 8 compétitions organisées par la CAF sur la période 2017-2018. La Coupe d'Afrique des Nations Total 2017, qui se déroule au Gabon. Le tournoi final du championnat d'Afrique des Nations Total 2018. Le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans 2017, le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans 2017, le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018 et le tournoi final de la Ligue des champions de la CAF Total 2017-2018, la finale des Coupes de Confédération de la CAF Total 2017-2018,
et la Super Coupe de la CAF Total 2017-2018. De cet accord cadre, l'Union a obtenu beaucoup de facilités pour les pays africains, faveurs qui permettront aux férus du sport de mieux vivre les temps forts de ces événements prévus dans l'agenda 2017 de la CAF. Nous avons, pour cette période, mis un coup de frein, un arrêt définitif à la tendance inflationniste. Vous savez que chaque fois qu'il y avait une compétition, les tournois, les droits, les prix des droits les montants des droits étaient revus à la hausse. Alors, pour la première fois de l'histoire de ces compétitions, aucun pays ne paiera un franc de plus. Bien plus, tous les pays connaîtront une baisse, je dis bien une baisse des droits qu'ils payaient. Et enfin, pour la première fois, on aura des pays qui vont connaître une baisse qui va jusqu'à 97%. Ça veut dire que c'est un accord prometteur. Ces résultats ont été possibles avec l'aide du président Macky Sall qui a porté le plaidoyer pour des droits de retransmission abordables pour tous. Vous étiez là le 17 mai, lorsque le président Macky Sall a pris sur lui de porter le plaidoyer de la jeunesse, de la population, de l'ensemble des amoureux du football en Afrique, pour demander à l'UAR d'engager des négociations et que ces négociations devraient être basées sur le respect des intérêts communs. Nous sommes heureux aujourd'hui de dire à M. le Président de la République que nous avons fait exactement ce qu'il nous a demandé. À ce combat ont participé plusieurs directeurs généraux de chaînes de télévision nationales, dont celui de la RTS. Tous, en collaboration avec l'UAR, ont accordé une importance capitale à l'intérêt général du monde sportif. Pour la première fois, le Sénégal réalise une véritable enquête nationale sur l'emploi. Il en ressort que le taux de chômage est de 15,7% au Sénégal en 2015. Il touche plus les femmes et les centres urbains. L'enquête réalisée par la NSD donne aussi des informations sur le taux d'activité, le taux d'occupation, la structure et les dynamiques du marché du travail. Ces résultats de l'enquête sont définitifs pour 2015. 2 trimestres sont concernés pour 2016. Les détails dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Dawa. De combien est le taux de chômage au Sénégal? Combien de personnes sont en activité? Des hommes et des femmes qui chôment le plus? Aucune enquête n'était jusque-là exclusivement dédiée à ces questions. Plus maintenant. Retenez 15,7%, le taux de chômage en 2015. Avec des contrastes qu'il faut quand même noter, pratiquement 23 points de différence entre le taux de chômage des hommes et des femmes, mais aussi 20 points de différence pour les taux d'activité et les taux d'occupation. Pas de chiffre définitif pour 2016, car seuls 2 trimestres sont connus. Patience avant d'établir une comparaison. Pour le trimestre 2, le taux qu'on a enregistré est un taux de 20,6%, qui concerne les périodes des mois d'avril, mai et juin, donc les périodes de soudure. Mais quand on regarde la période de juillet, août, septembre, le taux est à 13,4%. Et les équipes sont sur place pour collecter les données pour le trimestre 4. Et ce sera ainsi. Tous les 3 mois, nous vous donnerons rendez-vous pour vous présenter les résultats. De cette mine d'informations jaillit aussi la structure du marché du travail, avec ce chiffre somme toute impressionnant. 97,8% des employeurs et travailleurs sont formés d'indépendants, avec la majorité qui a financé son activité sur fonds propres. 71% des activités sont financées sur fonds propres. Vous avez 20% qui est pratiquement 20%, 19,6% qui sont financés sur la base des apports familiaux ou des amis. Je crois qu'il y a 3,4%
qui sont financés sur la base de connaissances. Donc vous avez tout ça accumulé, au moins 95% d'activités économiques financées en dehors du secteur bancaire. C'est un véritable support d'analyse sur l'emploi que l'ANSD met ainsi à la disposition de tous. Les acteurs de la lutte contre la pauvreté se font déjà une meilleure idée de la situation. On dit que le taux de chômage est de l'ordre de 15,7%. Cela montre que, en fait, la situation n'est pas très alarmante. Cependant, il faut aller au fond des choses. Si on prend l'emploi non salarié, si on va du côté de l'agriculture ou vraiment dans le domaine rural, il est évident que pour que cet emploi puisse avoir un impact assez important sur l'économie, il faudrait que l'emploi à ce niveau soit très bien analysé pour ne pas que les populations travaillent ne serait-ce que 4 mois dans l'année. L'enquête suggère aussi la réduction du gap de chômage entre les hommes et les femmes. 23 points de différence. Bon, nous, ANSD, on ne fait pas trop d'interprétation ou de jugement de valeur, mais on ne peut pas s'empêcher quand même, avec ces résultats, de voir qu'il y a énormément de choses à faire, des gains de croissance qui peuvent être gagnés sur la base d'inclusion. L'inclusion des femmes, l'inclusion des jeunes, l'inclusion dans le monde rural aussi. Outre le taux d'activité qui est de 53%, avec l'enquête, on en sait également plus sur les canaux de recherche d'emploi, très informels, 15% de candidatures spontanées, 18% de réponses à des annonces, là où 21% ont demandé à des amis, à la famille ou à des collègues. Cette enquête, réalisée par l'ANSD, a été financée par la Banque mondiale, 300 millions par an. L'État du Sénégal va prendre le relais à partir de 2017 pour des informations sur l'emploi, tous les 3 mois. Après la rubrique économie du jeudi, cet autre chiffre, 50 milliards de francs CFA, c'est ce que pèse dans l'économie sénégalaise le secteur du fer à béton et de la métallurgie. Ce secteur y occupe près de 7000 Sénégalais, cependant confrontés à des problèmes d'organisation. Pour corriger ces dysfonctionnements dommageables à son essor, un arrêté interministériel implique les ministères du Commerce, de l'Industrie, de l'économie, des finances et du plan, et qui a été élaboré et mis en œuvre après la réglementation. Il s'agit aujourd'hui d'en assurer le suivi et l'évaluation avec l'installation d'un comité interministériel élargi à l'ensemble des acteurs du secteur. Alassane Diédhiou. L'installation officielle du comité de suivi, de veille et d'évaluation de la réglementation sur le fer à béton constitue un acte majeur que vient de poser le ministre en charge du commerce avec le soutien de ses collègues de l'industrie, de l'économie et des finances. À travers la procédure réglementaire, il s'agit de traduire en acte la volonté du gouvernement d'accompagner ce secteur stratégique pour l'économie et pourvoyeur d'emplois. Je suis favorable à notre autosuffisance quand c'est possible en fer. Donc si nos industriels ont la capacité de fournir le marché, mais vous bénéficiez de tous les mécanismes de régulation conformément justement à nos engagements internationaux au niveau de l'OMC, etc. Donc Monsieur le Président, sachez que la position du gouvernement, c'est d'accompagner la production locale à condition qu'elle respecte les normes et les lois. Donc les importateurs, voilà, si vous avez la possibilité d'acheter au Sénégal, je sais que vous le faites, mais si vous avez la possibilité d'acheter ici, donc faites-le. Ça permet donc de créer des emplois chez nous. Avec plus de 7000 personnes qui évoluent dans le fer à béton et dans la métallurgie, ce secteur pèse aujourd'hui plus de 50 milliards de CFA. Aussi s'agit-il pour les autorités de favoriser une croissance saine, une production, une importation de qualité respectant les normes de sécurité. Pour cela, il fallait impérativement fixer les règles du jeu à faire respecter de façon draconienne par l'ensemble des acteurs. Il faut penser à une sorte de brigade mixte qui réunit la douane, les services du commerce, la gendarmerie, la police, une brigade mixte qui descend sur le terrain. Les industriels, ceux-là qui ne sont pas dans les normes, il faut nous les indiquer. La mission assignée au président Baramassa, directeur général de l'Agence sénégalaise de normalisation, et à ce comité composé notamment de l'administration, des industriels, des importateurs, des bureaux de contrôle technique, des architectes, des laboratoires et des associations de défense des consommateurs,
est une mission de veille, de contrôle, de suivi de la bonne application de la réglementation conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 29 février 2016 entré en vigueur le 14 août 2016. Après Kuala Lumpur, le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent s'est rendu à Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie. Des projets d'envergure tels que la stratégie Blue Ocean et l'Economic Planning Unit ont été présentés à la délégation sénégalaise. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et Fatou Diouf. C'est avec une attention particulière que la délégation sénégalaise a suivi la présentation sur la stratégie Blue Ocean, une stratégie 103 programmes d'envergure nationale et internationale, ambition du gouvernement malaisien, accroître la croissance économique et assurer le bien-être de la population. The National Blue Ocean Strategy is actually aimed at Malaysia achieving a C'est une stratégie qui a pour objectif de faire de la Malaisie un pays développé d'ici 2020. Et en même temps, nous voulons donner aux populations un bon niveau de bien-être social. Au moment où la majorité des Malaisiens ont des revenus assez conséquents, nous nous assurons que les moins fortunés, spécialement ceux qui vivent en milieu rural, ressentent les bienfaits du développement, qu'ils aient un bon niveau de bien-être social. Un modèle économique performant qui a fait ses preuves. En quelques années, des avancées significatives sont enregistrées dans tous les secteurs d'activité. Cela grâce à une démarche participative et inclusive. Le Sénégal, pays en développement, gagnerait à s'inspirer de cette expérience réussie. Nous avons compris aussi qu'avec leur démarche, ils ont pu faire adhérer toute la population à leur stratégie. Et ce qui est une très bonne chose aussi pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être accompagnés à ce niveau pour pouvoir montrer tout ce que le ministère de l'économie et des finances pourrait apporter aux populations. Au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays africains, nous avons eu d'excellents plans quinquennaux qu'on a déroulés, mais le problème était dans la mise en œuvre. Et tant qu'un plan n'est pas mis en œuvre, il sert presque à rien. Donc ici, ils ont vraiment un excellent modèle qu'on peut adapter à nos réalités et qui va nous permettre de dérouler le plan Sénégal émergent et surtout d'avoir très vite des résultats concrets au bénéfice des populations. EPU, Economic Planning Unit, c'est un autre dispositif institutionnel placé sous l'autorité du Premier ministre malaisien. Cette structure au système de planification efficace inspire le Sénégal. Au-delà de la planification, il y a vraiment une coordination très maîtrisée entre les différentes structures. Ils ont une démarche qui est participative dès le début. C'est-à-dire qu'avant même de mettre en place un plan, ils commencent par mettre autour de la table toutes les couches de la société. Ce que je retiens surtout de cette expérience de Malaisie, c'est les investissements très forts dans les secteurs sociaux. La Malaisie a investi énormément dans la santé, dans la planification familiale, dans le secteur d'éducation. Et ils y continuent d'ailleurs pour continuer à s'adapter aux défis et aux changements de leur environnement. Le Sénégal a beaucoup à apprendre de la Malaisie, surtout en matière de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de programmes de développement. Une coopération bilatérale ne serait que bénéfique pour le Sénégal, cela afin de booster les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la pêche, du commerce, du tourisme, entre autres. La première journée d'études africaines en comptabilité et contrôle s'est ouverte à Dakar. Elle est organisée par le laboratoire de recherche, finance et contrôle de l'école supérieure polytechnique. L'objectif est de disposer d'un cercle de contribution doctrinale dans l'effort de normalisation comptable, de formalisation et de développement des entreprises de l'économie souterraine. Damsila. La première journée d'études africaines en comptabilité et contrôle est consacrée à la présentation et à la discussion de travaux de recherche menés par des chercheurs africains en comptabilité financière et contrôle de gestion. Le but est de donner à la recherche un caractère plus développemental. Nos économies sont dominées par des entreprises informelles
et ces entreprises informelles sur leur propre terrain sont concurrencées par les entreprises étrangères qui réussissent à produire une information, des éléments de communication financière qui leur permettent d'accéder facilement au crédit et de se développer et de développer leurs performances. Alors ce que ne parviennent pas à faire les entreprises du secteur informel. La journée d'études africaines en comptabilité et contrôle va constituer une rencontre annuelle internationale regroupant chercheurs en comptabilité et contrôle autour de la problématique du développement du continent. Les sciences de gestion permettent et ont des outils aujourd'hui qui deviennent de plus en plus performants et qui doivent être partagés et mis à disposition certainement aussi des gens de la profession, mais aussi des autorités qui se trouvent dans les ministères et les milieux où on prend la décision. Cette rencontre a pour principal objectif d'appuyer le travail amorcé par les structures de recherche déjà en place en vue de contribuer à la réalisation en Afrique des thèses en comptabilité et contrôle de très haut niveau. Notre monde, faut-il le rappeler, est très exigeant en matière de performance, mais aussi et avant tout de transparence. Qui, mieux que les comptables, dotés d'une formation nourrie des résultats pertinents de la recherche, peuvent aider les usagers, entrepreneurs, collectivités locales et administrations centrales à construire et mettre en œuvre des outils de contrôle performants et de gestion transparente. Comment améliorer les capacités de l'entreprise si de tels outils ne sont pas à la disposition de personnels formés et informés? Cette rencontre réunit d'éminents experts comptables du continent et d'ailleurs. Au terme des 3 jours de débats et de discussions, des recommandations seront faites pour un développement harmonieux du continent. Subdeco a lancé officiellement le master en administration publique de l'ENAP. L'ENAP, c'est l'École nationale d'administration publique du Canada. L'amphi de rentrée a eu lieu ce mercredi à Dakar en présence des étudiants de la première promotion et de l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Thierno Diallo. C'est une première de voir l'École nationale de l'administration publique du Canada délocaliser ses enseignements en Afrique. À Dakar, l'Institut de management public de Subdeco est chargé de dispenser le master en administration publique de l'ENAP Canada. Nous avons une grande ambition pour notre pays, pour le continent, raison pour laquelle dans nos formations, dans nos recherches de partenariat, nous cherchons toujours des partenariats qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact très important pour le développement de nos pays. Il y a de nombreux collèges communautaires et collèges d'enseignement général et professionnels qui sont présents ici au Sénégal et qui collaborent en matière de formation professionnelle et également en éducation de base. Nous contribuons à distribuer des manuels scolaires au niveau primaire à travers toutes les écoles du pays. Cette formation de 2 ans avec ses 14 modules concerne 20 auditeurs. Ces étudiants sont tous issus du secteur public avec au moins 10 ans d'expérience professionnelle. C'est un enseignement très contraignant. Ils sont déjà pratiquement tous cadres de l'administration. Ils vont s'adapter. La formation est dispensée sur des périodes courtes de 10 à 15 jours, en demi-journée. Ce qui veut dire qu'avec une petite adaptation, je pense qu'ils pourront poursuivre leurs études sans aucune difficulté. Permettre à sa société de s'engager dans un développement accéléré, il faut une administration publique solide, compétente, dédiée, intègre. Sinon, ce n'est pas possible d'avancer. Bien qu'on a une administration très assise, excellente, mais quand on améliore, c'est un plus pour le Sénégal. Une étape vient d'être franchie, plus nécessaire de se rendre au Canada pour obtenir le prestigieux diplôme de l'École nationale de l'administration publique canadienne. Bec de lièvre, vous connaissez, sinon c'est une affection congénitale qui se caractérise par un défaut de fermeture des lèvres ou du palais. La chirurgie reste le seul moyen de corriger cette malformation très stigmatisante et qui est très esthétique. Plus de 30 enfants ont pu bénéficier d'une opération chirurgicale grâce aux efforts combinés de la faculté de médecine et du ministère de la Santé. C'est à l'hôpital pour enfants de Diamniadio que cela se passe. Oumar Diawa.
Ils retrouvent les bras de maman après les mains réparatrices des chirurgiens. Ces enfants ont bénéficié à l'hôpital de Diamniadio d'une intervention sur leur visage. Nous avons pu opérer avec l'hôpital de Diamniadio, le ministère de la Santé et l'université, notamment le service de chirurgie plastique. 31 enfants qui ont des becs de lièvre et qui nous viennent de plusieurs contrées reculées du Sénégal. Pendant une semaine, les chirurgiens ont travaillé soit pour refermer une fente labiale qui touche les lèvres, soit une fente palatine qui affecte le palais. Les bénéfices au plan sanitaire, esthétique, voire social sont importants. L'aspect physique de ces enfants parfois est interprété de façon assez particulière, qui peut en faire une source de stigmatisation et d'exclusion. Donc c'est très important que ces enfants puissent voir leur fente labiale et palatine réparée pour avoir une meilleure insertion dans leur société, mais également pour se développer de façon optimale. Les statistiques sur la prévalence et la répartition de ces affections sont inexistantes ou parcellaires, mais on a relevé leur nombre plus important dans les zones rurales, généralement dépourvues de services chirurgicaux adaptés, d'où la nécessité de former les personnels. Cette activité a été couplée à une activité de formation des chirurgiens qui nous viennent également des régions. Parce que nous avons fait un constat que la plupart des enfants qui souffrent de cette maladie viennent des régions reculées. Le ministère de la Santé, engagé dans ce combat aux côtés d'AMREF, accorde une place à l'extension de l'offre chirurgicale longtemps réduite. Le renforcement des capacités des chirurgiens locaux dans la formation continue est assurément une plateforme pertinente pour apporter des solutions efficaces à la problématique de développement de la chirurgie dans ces trois dimensions, que sont le renforcement de capacités des prestataires et l'accessibilité financière et géographique. La formation de chirurgiens officiant dans les zones reculées devrait permettre une prise en charge locale rapide, ce qui impacterait les coûts des soins. Rendre à chaque enfant un sourire est possible et la chirurgie est capable de merveilles. Le Burkina Faso a célébré le 56e anniversaire de son indépendance sous le thème démocratie, sécurité, développement économique et social. Le Sénégal a été représenté à la fête organisée par l'ambassade du Burkina Faso, par le ministre de la Culture et de la Communication, Pape Bouna-Tchaoua. C'est dans ce cadre convivial que la représentation diplomatique du Burkina Faso a célébré le 56e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Le Burkina Faso, un pays en perpétuelle progression. Nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir, un nouveau président très démocratiquement élu et qui en ce moment est en train de mettre en œuvre un nouveau programme pour relancer l'économie du Burkina Faso. Et ce programme se décline autour du Programme national de développement économique et social, PNDS. Et si vous avez suivi le 7 et 8 décembre à Paris, il y a eu une table ronde de levée de fonds pour mobiliser les ressources afin de mettre en œuvre ce programme de développement. La célébration a été aussi l'occasion de revisiter les relations diplomatiques entre le pays des hommes intègres et le Sénégal, notre pays qui a toujours été aux côtés du Burkina dans les moments difficiles. Au moment où le Burkina était dans une crise extrêmement difficile, le président Macky Sall s'est investi. Pas au nom de la CEDEAO où il était le président, mais je crois qu'il s'est davantage investi parce que c'est d'abord deux peuples frères qui étaient là et un des pays traverser une difficulté. Les deux pays entretiennent aussi des échanges fructueux dans plusieurs secteurs, notamment celui de la culture. Madame était ministre de la Culture du Burkina. C'est pour que cela, elle m'appuie dans l'ombre, dans le cadre de l'élaboration du statut des artistes au Sénégal. Elle me donne beaucoup de conseils. Elle me donne beaucoup de conseils dans le cadre de la confection d'un certain nombre de documents. Et donc c'est une coopération culturelle extrêmement fructueuse. Vous avez vu, les Sénégalais ont été à toutes les manifestations culturelles qui se tiennent au Burkina. L'administration pour des échanges d'expériences, pour des partages d'expériences. Et je peux dire que c'est la première destination aussi en matière d'échange sur le plan des administrations diverses. Les représentants des différents corps diplomatiques présents au Sénégal et d'autres amis du Burkina ont pris part à la fête. Ils ont pu apprécier, grâce à une présentation audiovisuelle, les projets et grandes réalisations en cours au Burkina Faso. La communauté internationale